Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le second chapitre sur les solutions aqueuses, donc chimie des solutions aqueuses, en traitant d'acides et de bases. Alors, ces notions-là, vous en avez déjà entendu parler en terminale. Vous savez donc qu'un acide, au sens de Bronsted et Lowry, donc notion qui date de 1923, un acide est une espèce susceptible de céder des protons. Une base est une espèce susceptible de capter des protons. Et donc ici, vous allez avoir un acide simple dans le cas où un seul proton peut être libéré, un polyacide dans le cas où plusieurs protons peuvent être libérés. Même chose pour les bases, vous allez avoir une simple base si un seul proton peut être capté, une polybase si plusieurs protons peuvent être captés. Alors, dans les couples acide-base, on a quelques couples qu'il faut impérativement connaître parce que vous allez les croiser très souvent dans les énoncés. Donc, évidemment, les couples associés à l'eau. Donc, les couples associés à l'eau, vous avez H3O plus H2O, donc ion oxonium O. Le couple acide chlorhydrique ion chlorure, HClCl-. Le couple ion ammonium ammoniac, NH4 plus NH3. Le couple ammoniac ion amidure, NH3 NH2-. Le couple acide carbonique ion hydrogénocarbonate, H2CO3 HCO3-. Le couple ion hydrogénocarbonate. Alors vous voyez, chose intéressante ici, cette espèce constitue à la fois la base d'un couple et l'acide d'un autre. Donc, et le couple ion hydrogénocarbonate, ion carbonate, HCO3-, CO3-. Alors on peut noter aussi le couple associé à l'éthanol, éthanol ion éthanoate, et les couples de l'acide sulfurique, acide sulfurique ion hydrogénosulfate, et ion hydrogénosulfate, ion sulfate, avec ensuite l'acide nitrique, qui est lui associé à l'ion nitrate, donc les nitrates dont vous entendez souvent parler dans l'eau du robinet, etc. Alors, au niveau des espèces que vous pouvez croiser, alors une remarque assez importante, H2CO3 s'appelle l'acide carbonique. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'acide carbonique? Parce que si on regarde H2CO3, eh bien parfois on le retrouve noté sous la forme suivante, H2O combiné à CO2. Ce qui veut dire simplement que cet acide correspond à du CO2 dissous dans de l'eau, donc du dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Et donc là on voit pourquoi le fait que la pression de CO2 dans l'air augmente fait que les océans, etc., s'acidifient un petit peu. En effet, si on augmente la pression dans l'air, on va augmenter légèrement la quantité de dioxyde de carbone dissous. Alors, on a aussi pour l'acide phosphorique la suite suivante, donc H3PO4 qui peut céder 1H+, pour former H2PO4-, qui peut céder encore un proton pour former HPO4-2-, qui peut encore céder un proton pour former PO4, 3-. Donc ici, on voit une chose, on voit que certaines espèces, qu'on peut appeler ampholites ou espèces amphotères, sont à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre. Alors, on voit que c'est le cas de HCO3- ici, on voit que c'est le cas de H2PO4- qui va être à la fois la base de H3PO4 et l'acide de HPO4-2-. On voit que c'est le cas de HPO4-2- qui sera à la fois la base de H2PO4- et l'acide de PO4-3-. On voit ici que c'est le cas de NH3, qui va être à la fois la base de NH4+, et l'acide de NH2-. Alors, chose intéressante, l'eau, donc qui est le solvant principal que l'on va croiser ici, est également un ampholite ou une espèce amphotère. En effet, l'eau est la base du couple H3O plus H2O, et l'eau est l'acide du couple H2O, HO-. Alors, ici, les réactions acido-basiques. Donc on sait que ça va être un échange de protons H+, entre un acide et une base. Donc, on peut citer, par exemple, la réaction entre l'ammoniac et l'acide éthanoïque. Donc cette réaction, ici, comment est-ce qu'on va l'écrire? On va avoir NH3
plus H+, qui va donner NH4+, d'un côté, première réaction d'échange de protons. Pour l'acide éthanoïque, alors éthanoïque, chaîne carbonée à 2 carbones, avec un groupement carboxyle ici. CH3COH va donner CH3CO-. Donc, l'ion éthanoate plus H+. On somme les deux demi-équations acido-basiques et on va obtenir que l'ammoniac NH3 plus l'acide éthanoïque CH3COH va donner, alors on précise toujours double flèche parce qu'on a une réaction qui peut a priori être équilibrée, qui va donner NH4+, plus CH3, CO-. Alors, ici, une chose importante, toutes les réactions que l'on va étudier vont se passer dans l'eau solvant. Donc on sait que l'eau solvant est une espèce amphotère qui intervient dans les couples H3O plus H2O et H2O HO-. Donc on sait que l'eau peut réagir sur elle-même en étant à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre. H2O plus H2O peut donner par échange de protons H3O+, plus HO-. Donc le produit ionique de l'eau ici, ça va être la constante d'équilibre de cette réaction. Ça va être l'activité de H3O+, fois l'activité de HO- sur l'activité de H2O au carré. Donc ici, on va obtenir H3O+, en concentration, fois HO-, les concentrations effectives, sur C0 au carré, fois 1 au carré, l'activité de H2O solvant, étant de 1. Donc parfois, si on travaille avec les valeurs numériques des concentrations en mol par litre, on va directement écrire que KE, c'est H3O+, fois HO-. Donc simplement pour raccourcir un petit peu le calcul. Mais il faut bien être conscient que cette écriture n'est vraie que si on travaille avec non pas les concentrations, mais les valeurs numériques des concentrations en mol par litre. Donc c'est une notation raccourcie, mais qui ne prend pas en compte ici complètement les dimensions. Alors, une chose qu'il faut retenir, c'est la valeur de ce produit ionique de l'eau. Ce produit ionique de l'eau, il vaut 10-14 à 25 degrés Celsius. Donc ça, c'est une valeur numérique qu'il faut absolument retenir aussi. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que le produit de la concentration de HO- par la concentration en H3O+, est constant dans l'eau. Donc si on détruit H3O+, on forme HO-. Si on détruit HO-, on forme H3O+. Le produit des deux vaut toujours 10-14. Donc ici, le produit ionique de l'eau, appelé KE, peut être passé au logarithme. À ce moment-là, on va appliquer l'opérateur que l'on appelle P, l'opérateur moins log, qui va nous dire que PKE vaut moins log de KE, et on va avoir PKE qui vaudra 14 à 25 degrés Celsius. Donc retenez ça, que l'opérateur appelé petit p, c'est l'opérateur qui va consister à calculer l'opposé du logarithme d'une grandeur. Alors, si on veut parler d'acidité pour l'eau, qu'est-ce qu'on va devoir faire ensuite? Eh bien, on va devoir tenter de définir
qui dans l'eau l'emporte entre H- et H3O+. Alors, ici, on voit que soit on a plus de H3O+, soit on a plus de H-. La valeur frontière va se faire à quel niveau? Eh bien, elle va se faire quand la concentration en H3O+, vaut la concentration en H-, vaut 10-7 mol par litre. Parce que le produit des deux vaut 10-14. Donc si H3O+ et H- sont en quantité égale, eh bien on va avoir H3O+ égale H- et les deux concentrations qui vaudront 10-7 mol par litre. Donc cette solution, ça va être une solution que l'on va appeler une solution neutre. Donc une solution de pH égale 7, c'est une solution pour laquelle H3O+ égale H- égale 10-7 mol par litre. Alors, à partir de là, on dit que c'est une solution de potentiel hydrogène égale à 7. Alors qu'est-ce que ça signifie, ce potentiel hydrogène? Eh bien, ça signifie que l'on définit une grandeur, pH, qui vaut moins log de, alors souvent on va dire H3O+ directement, en réalité ce sera moins log de H3O+ sur C0. Et donc à ce moment-là, on voit ici que ce pH va être compris entre 0 et 7 si H3O+ appartient à 10-7 1 mol par litre, on voit que le pH est compris entre 7 et 14 si H3O+ appartient à 10-7 10-14 mol par litre. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel hydrogène va nous donner, pour une solution aqueuse, la quantité de H3O+ disponible dans la solution. Donc si H3O+ l'emporte, on a une solution acide, de pH compris entre 0 et 7, ce qui fait que la concentration en H3O+ est supérieure à 10-7 mol par litre. Si la solution est basique, H- l'emporte, et on a une concentration en H3O+ inférieure à 10-7 mol par litre. Donc vous voyez que la valeur frontière de 10-7 mol par litre est une valeur extrêmement importante du point de vue du caractère des solutions aqueuses. Alors, à partir de là, on va pouvoir tenter au sein de l'eau de classer les différents acides et les différentes bases que l'on peut croiser. Donc on sait que l'eau est un réservoir en H+, donc via la quantité de H3O+ disponible. Et plus la solution aqueuse est acide, plus il y a de H+ disponible. Donc on va voir maintenant que, en fonction de la nature des espèces et de leur réaction, et de la nature de leur réaction avec l'eau, on va pouvoir ranger les espèces dans 3 cases: fortes, faibles, indifférentes. Alors, si on met un acide en présence de l'eau, on peut avoir une première action possible, une réaction totale. C'est le cas par exemple pour l'acide sulfurique. HA plus H2O donne, de manière totale, A-, la base conjuguée, plus H3O+.
Donc ici, ce qui va se passer, c'est que HA disparaît totalement en tant qu'acide fort pour former A-, une base qui, elle, ne peut plus réagir avec l'eau, qui va donc être indifférente. Donc une base ici très stable avec l'eau. Donc si la réaction est totale entre l'acide et l'eau, l'acide est dit fort. Si la réaction ne s'effectue pas entre la base et l'eau, la base est dite indifférente. Une base forte va être définie sensiblement de la même manière, c'est-à-dire qu'ici, si on met la base au contact de l'eau, on va avoir une réaction totale entre cette base et l'eau, qui va former l'acide qui ne peut pas réagir avec l'eau, qui est indifférent, plus H-, dans la mesure où un proton a été capté depuis la molécule d'eau ici. Donc une base forte va être définie avec A- qui disparaît totalement au contact de l'eau. Il existe une troisième configuration possible, le cas où un acide est faible et où la base conjuguée est faible également. À ce moment-là, que ce soit l'acide ou la base sur l'eau, on va obtenir un équilibre. Dans ce cas, si on fait réagir HA avec l'eau, on va former de manière partielle la base conjuguée et H3O+. Si on fait réagir la base sur l'eau, on va former de manière partielle l'acide conjugué et H-. Les deux réactions ici sont des réactions équilibrées. Donc il n'y a disparition ni de l'acide ni de la base au contact de l'eau. Donc à partir de là, on peut définir des acides ou des bases forts ou fortes par leur réaction totale avec l'eau. Et on va citer quelques exemples. Pour les acides forts, la réaction de l'acide nitrique avec l'eau, HNO3 plus H2O, qui donne de manière totale NO3- plus H3O+, et l'acide sulfurique, H2SO4 avec l'eau, qui va donner HSO4- plus H3O+. Alors là, vous voyez que HSO4- peut lui réagir avec l'eau partiellement. Donc ici, l'acide fort libère un acide faible qui lui-même peut réagir. Donc vous voyez que les couples ne sont pas toujours des couples acide fort, base indifférent. Parfois, on peut avoir un acide fort qui va donner un acide faible d'un autre couple. Donc la seule chose qui va vraiment définir un acide ou une base forte, c'est le fait que leur réaction soit totale avec l'eau. Donc on constate que les acides forts sont des réservoirs à protons, c'est-à-dire que le fait de les mettre au contact de l'eau, ça va libérer instantanément des protons, et ça va donc faire baisser le potentiel hydrogène de la solution aqueuse que l'on est en train d'étudier. Alors, si on regarde les valeurs de pKa, on va constater que pour le premier acide HNO3, on est à moins 1,37. Pour le pKa, donc ça vous reprenez la liste du premier exemple, le pKa de H2SO4 sera à moins 3. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les acides forts, ça va être des acides à valeur de pKa négative. Si on regarde maintenant les bases fortes, on va s'intéresser ici à deux réactions, l'ion amidure avec l'eau, donc l'ion amidure NH2-, qui va venir capter un proton de la molécule d'eau pour former de l'ammoniac NH3, plus HO-. L'ion éthanoate, donc CH3, CH2, vous voyez, structure de l'éthanol, donc 2 carbone, CH2O-, plus H2O, qui donne de manière totale CH3CH2OH de l'éthanol, plus H3O+.
Donc ici, cet acide est complètement indifférent. NH3 peut jouer le rôle de base vis-à-vis de NH4+. Donc là, NH3, en fait, on vient de libérer ici une base faible. Donc encore une fois, la base associée à une base forte, enfin le comportement qui est ici, on ne va pas forcément obtenir quelque chose de complètement indifférent vis-à-vis de l'eau. Ce qui va définir une base forte, c'est le fait que sa réaction soit totale avec l'eau. On va constater une chose, le pK du couple NH2-NH3, ici, est à 28. Le pK de ce couple, du couple CH3CH2OH, CH3CH2O-, est à 15,9. Donc ici, on peut dire, dans les deux cas, que l'on a des pK qui vont être supérieurs à 14. Donc vous voyez, au-delà de 14, on va avoir des bases fortes. En dessous de 0, on va avoir des acides forts. Et donc des réactions totales avec l'eau. Un acide faible ou une base faible va avoir forcément un pK compris entre 0 et 14, de fait. Alors, on voit une chose sur l'eau, c'est qu'elle a un effet nivelant de la force des acides et des bases. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on met une base plus forte que H- dans l'eau, donc NH2-, CH3, CH2O-, cette base va réagir totalement avec l'eau pour former HO-. Donc on sait que la base la plus forte qui existe dans l'eau, c'est HO-. De même, l'acide le plus fort qui existe dans l'eau sera H3O+. C'est-à-dire que si on met un acide plus fort que H3O+ dans l'eau, cet acide va réagir totalement avec l'eau pour former H3O+. Donc là, l'eau va niveler la force des acides et des bases, c'est-à-dire que l'action de l'eau va ramener l'acide le plus fort et le remplacer par H3O+, les bases trop fortes va les remplacer par HO-. Il va ensuite exister donc les acides et bases faibles. Donc les pK vont être compris entre 0 et 14, donc les Ka entre 1 et 10-14. Donc comment est-ce que ça va se passer? Ici, les réactions vont être limitées avec l'eau. Donc ça signifie que si on met l'acide au contact de l'eau, HA ne va pas totalement disparaître, il va en rester à la fin, et on va former A- et H3O+. Évidemment, plus l'acide va être fort, plus on va former de A- et de H3O+. Et à partir du moment où on passe d'un acide faible à un acide fort, eh bien on va former totalement H3O+, et A-. C'est-à-dire que tout HA va disparaître. Donc à partir de là, on peut définir la constante d'acidité d'un couple acide-base comme la constante d'équilibre de la réaction de l'acide sur l'eau. Et donc ici, on va avoir Ka qui vaudra A- fois H3O+, fois H3O+, sur C0 au carré, sur HA sur C0. Donc au final, pour garder quelque chose de correct dimensionnellement, on va simplifier les C0. On va obtenir la constante d'acidité qui vaudra le produit de la concentration en base fois la concentration en H3O+, sur la concentration en acide. Encore une fois, si on travaille avec les valeurs numériques des concentrations en mol par litre, on va supprimer ces zéros des notations. Donc ici, de la même manière qu'on définit le pH comme étant moins log de H3O+, ou le pKe comme étant moins log de Ke, on va définir le pKa comme étant
l'application de l'opérateur moins log au Ka. Donc ici on aura pKa qui vaut moins log de Ka, ou Ka qui vaudra 10 puissance moins pKa par les propriétés de la fonction logarithme base 10. Donc la fonction réciproque du logarithme base 10 étant la fonction 10 puissance. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur la force des acides et des bases? Eh bien, on va constater que plus K est fort, plus le numérateur augmente. Donc plus K est fort, plus le numérateur augmente, plus la concentration en A- devient importante par rapport à la concentration en HA. Donc plus l'acide est fort. Donc ici, on va pouvoir dire que plus l'acide est fort, plus K augmente, ou plus pKa diminue. On rappelle qu'on a le passage au moins log qui inverse le sens de variation. Si K diminue, le numérateur diminue. Et donc ici, plus la base est forte, plus K diminue et pKa augmente. Bon, vous avez compris le principe, on inverse toutes les flèches et on arrive au constat identique. Donc ici, plus le K augmente et plus le pKa diminue, plus l'acide va être dissocié. Alors, on va prendre comme exemple l'acide phosphorique, donc c'est un petit peu le fil conducteur de tout ceci. On voit une chose, on voit que le couple H3PO4 H2PO4- a un pKa de 2,7. Le couple H2PO4- HPO4- a un pKa de 7,2. Le dernier couple est à 12,4, HPO4- PO4 3-. Donc ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que l'acide H3PO4 est plus fort que l'acide H2PO4-, qui est lui-même plus fort que l'acide HPO4-. La base PO4 3- est plus forte que la base HPO4-, et plus forte que la base H2PO4-. Pour ce qui est des couples de l'eau, donc on va avoir 2 pKa ici. Alors, pour le couple H3O plus H2O, on voit que la réaction de H3O plus H2O sur H2O donne la base conjuguée de H3O plus, donc H2O, et l'acide conjugué de H2O, H3O plus. Donc ici, on va avoir un K1 qui vaut 1, donc un pKa qui vaut 0. Donc le pKa du couple H3O plus H2O, c'est le pKa nul. C'est le pKa de l'acide le plus fort qui peut exister dans l'eau. Pour le couple H2O-HO-, eh bien, si on fait la réaction de l'acide sur l'eau, l'acide c'est H2O, H2O plus H2O donne HO- plus H3O+. On va trouver un Ka2 qui vaudra ici Ke, le produit ionique de l'eau. Donc un pKa du deuxième couple de l'eau qui vaudra pKe, qui vaudra 14 à 25 degrés Celsius.
ici, qu'est-ce qu'on est en train de constater? On est en train de constater que la base la plus forte dans l'eau a un pKa de 14. Donc on voit bien que plus le pKa augmente, plus la base est forte, plus le pKa diminue, plus l'acide est fort. Et les pKa pour les acides faibles et bases faibles sont des pKa qui vont appartenir à l'intervalle 0,14. En dessous de 0, on va avoir les acides forts. Au-delà de 14, on va avoir les bases fortes. Alors, ici, ça signifie qu'on va pouvoir construire des échelles de pKa qui vont nous permettre de classer les forces des acides et des bases. Alors, comment vont fonctionner ces échelles de pKa? Eh bien, ici, on part du constat que sur la réaction HA plus H2O, qui donne A- plus H3O+, plus le pK sera faible, plus la réaction va aller dans le sens 1. Donc, plus l'acide sera fort. Plus le pK est fort, plus la réaction va aller dans le sens 2. Et donc, plus la base sera forte. Donc, fort de ce constat, justement, on va pouvoir se dire que si pK augmente, la force des bases augmente. Si pK diminue, la force des acides augmente. Donc, ce qu'on va faire sur une échelle de pK, c'est qu'on va placer les deux couples de l'eau. Donc le pK pour les acides faibles, bases faibles, va aller de 0 à 14. À 0, on va avoir l'acide le plus fort dans l'eau, H3O+, conjugué avec la base H2O. Ensuite, toutes les bases vont avoir un caractère basique plus important que H2O, jusqu'à aller jusqu'à HO-, qui est la base la plus forte qui existe dans l'eau. Et l'acide le plus faible existant dans l'eau, eh bien c'est le solvant eau lui-même. Donc là, vous voyez, on va retrouver H2O aux deux extrémités de l'échelle de pK. Ensuite, eh bien, on va placer toutes les espèces sur cette échelle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater, si on reprend l'exemple de l'acide sulfurique, phosphorique, que le premier pK était à 2,7. À 2,7, on avait H2PO4- conjugué avec H3PO4. Donc qui est bien l'acide le plus fort parmi tous les acides disponibles. Ici, un pK de 7,4, on va ranger HPO4- conjugué avec H2PO4-. Et à 12,4, on va ranger PO4-3- avec HPO4-. Donc là, qu'est-ce qu'on voit instantanément?
On voit ici que l'espèce HPO4 se retrouve des deux côtés, en tant qu'acide et en tant que base, et va constituer l'acide le plus faible parmi les 3 acides possibles associés à l'acide phosphorique. H2PO4- est une espèce ampholyte et va constituer la base la plus faible parmi toutes les bases associées à H3PO4, à l'acide phosphorique. Et donc on va pouvoir, de cette manière-là, sur une échelle de pK, classer les acides et les bases. Alors évidemment, là j'anticipe un petit peu sur la suite, l'idée qu'on va avoir derrière, c'est d'utiliser une sorte de règle du gamma. Je m'explique. Si on met HO- au contact de H3O+, on sait que cette réaction va être très avancée. On va tracer un gamma dans le sens direct. Si on met HO- en contact de H3PO4, on aura aussi une réaction très avancée, mais un petit peu moins. Si on met HO- en contact de H2PO4-, on aura une réaction très avancée, et le gamma étant moins grand, un petit peu moins. Si on imagine qu'on met HPO4- au contact de lui-même, on voit qu'on a une réaction très peu favorisée, parce que le gamma est, entre guillemets, dans le mauvais sens. Donc ici, les échelles de pK vont nous permettre de classer la force des acides et des bases, et ainsi d'anticiper les réactions acido-basiques qui peuvent s'effectuer dans une solution aqueuse donnée. Donc il faudra à ce moment-là faire la liste des espèces en présence, bien les identifier, bien les positionner, et tenter de tracer des gammas pour essayer d'identifier les réactions les plus favorisées parmi toutes les réactions possibles. Donc ceci conclut la première partie du cours sur les acides et bases. La suite va parler de diagrammes de prédominance et de distribution des espèces en fonction du pH, et va nous donner des outils pour étudier plus en détail les réactions acido-basiques, établir des constantes d'équilibre, commenter les réactions qui vont être favorisées et les réactions qui vont être très limitées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et je vais vous dire la suite au prochain épisode.